Ironhead, page 273. Tony jeta un regard furtif vers la cabine de pilotage. Une femme masquée tenait les pilotes en joue d'un Luger de couleur sombre. L'homme en cagoule regarda le passeport de Tony Wilde. Il s'assura de son identité et d'un claquement de doigts, le superjet se mit à descendre vers l'océan. Pas de doute, les pilotes étaient des complices. Wilde discerna le bruit des réservoirs qui se vident. Il eut une frayeur. « Nom de Dieu, nous allons sûrement amérir, nous poser en catastrophe. Les pilotes ont bel et bien vidé les réservoirs. » Une musique douce enveloppa les lieux, elle devait détendre l'atmosphère. « Attachez vos ceintures et baissez votre tête, les bras sur la nuque, » dit le terroriste à voix haute. Tony jeta un coup d'œil à la tenue sombre du chef et remarqua l'incroyable, une marque Sigma sur son col roulé. Wilde fut poussé sur un siège vide. Le pirate lui demanda d'attacher la ceinture. Le 777 approchait de l'océan. Il réduit sa vitesse pour ne pas décrocher à 169 nœuds marins. Puis il réduit au maximum la poussée et relevant son nez, sans sortir les trains d'atterrissage, il amérit, ce qui secoua brutalement les passagers qui, soudain, pris de panique, hurlaient de peur et de désespoir. Wilde restait de marbre. Un long filet d'eau suintait de la carlingue. La voix du commandant de bord déchira le silence qui venait de s'abattre sur tout l'équipage. « Cet appareil peut rester en flottaison pendant 1 heure. Nous avons largement le temps d'évacuer sans le moindre danger. De l'ordre, je vous prie. Des canots de sauvetage sont dehors. Glissez sur les toboggans déployés après avoir enfilé vos gilets de sauvetage. » Les canots dérivèrent près de l'avion 1 quart d'heure. Il n'y avait apparemment aucune victime. Subitement, l'océan devint calme. L'eau bleue foncée ne laissait apparaître la moindre vague, la moindre onde de surface. Les pirates de l'air tenaient tout le monde en respect de leurs armes. Ils se mirent debout. Leur chef regarda sa montre. D'énormes ballons surgirent sur les flancs du Boeing. « Oh, qu'est-ce que cela » demanda une jeune femme. L'appareil émergea entièrement sous le regard interrogatoire du commandant de bord. « Remontez dans le Boeing !» retentit une voix dans des haut-parleurs qui mystérieusement avaient jailli incorporés dans des bouées. Le pirate de l'air ordonna de remonter dans l'avion. Les naufragés firent aussitôt ce qui semblait à leurs yeux réconfortant. Tous se retrouvèrent dans l'avion, se réchauffant les mains en les frottant. Les stewards et les hôtesses fermèrent les portes et une voix surgit des haut-parleurs et de la radio de bord demanda au pilote de pressuriser le 777 et de vérifier ainsi l'étanchéité. Wilde, assis sur un siège, regardait sans bouger. À la grande stupeur des pilotes, l'avionique du Boeing était intacte. Plus que cela, la pressurisation interne active. « Vous êtes submersible à présent, » fit l'étrange voix. « Attachez vos ceintures, » reprit la voix. Les ballons qui soutenaient l'appareil à flot se dégonflèrent. Le Boeing 777-300 commença sa descente sous l'eau. Les passagers furent saisis de peur. « Calmez-vous, » dit la voix. Wilde restait immobile, analysant les moindres gestes des pirates de l'air. Tous les passagers se ruèrent vers les hublots. Une matière gélatineuse avait recouvert le jet qui s'enfonçait vers le fond de l'Atlantique de plus en plus vite. « Revenez sur vos sièges » dit la voix caverneuse dans les micros de l'appareil. Tony Wilde n'en croyait pas ses yeux. Les matériaux de l'avion semblaient résister à la pression. Au bout d'une demi-heure de descente, pendant que tout le monde priait, une étrange construction se dessina sur le fond obscur de l'Atlantique. Des lueurs blanches, en forme de lampes, éclairaient l'étrange lieu. Le Boeing se dirigeait vers le centre de la construction. Sans explication, le 777 dépressurisé par un contrôle inconnu et se maintenait sans crever sa structure sous la pression qui ne cessait d'augmenter. L'avant de l'appareil pointa vers une entrée sous-marine taillée dans le roc. Des engins submersibles apparurent projetant leurs phares puissants. Ils se placèrent à l'endroit des portes et formèrent des couloirs pareils à des tubes munis de sas fixés qui permirent à l'eau d'être évacuée et des passages possibles vers l'extérieur. Un pirate de l'air se tenait debout devant chaque porte verrouillée du Boeing 777. « Ouvrez les portes !» ordonna la voix. Un bref bruit sec de contact, l'air entra dans l'habitacle qui déjà devenait suffocant. Tout à coup, des hommes firent irruption portant des casques recouvrant leur visage. « Suivez-nous, mesdames et messieurs, dirent-ils. » Wilde remarqua une lettre sur leur uniforme et scaphandre, l'énigmatique lettre Sigma. Une secousse lente ébranla tout le 777. Venait de se poser tel un vulgaire jouet à plus de 1200 mètres de fond.
Des engins sous-marins s'affairaient tout autour. Des passagers angoissés mais émerveillés découvraient une immense salle sous une coupole pressurisée faite de matériaux inconnus. Les hommes qui s'y trouvaient saisirent des armes méconnues. L'un d'eux enleva son casque. À sa vue, une dame s'évanouit. Tout le monde eut peur. Un prêtre saisit un crucifix et se mit à prier. L'homme au scaphandre n'était pas humain. Son visage était celui d'un humanoïde. Ses yeux rougeoyants et sa peau verdâtre. Ses oreilles pareilles à ceux d'une gargouille constituée de piquants hérissés. Une dame cria « Au secours, nous sommes chez les démons !» et voulut s'enfuir en courant. « Calmez-vous, madame, nous sommes des Atlantes, non des démons !» expliqua l'étrange être. « Notre civilisation est cachée. Nous ne vous voulons aucun mal, reprit l'humanoïde. La dame recouvra confiance peu à peu. Un jeune homme énervé cria « Allez-vous nous laisser rejoindre la surface ?» « Oui, dit un garde, mais plus tard, expliqua un autre. À la grande stupeur des passagers du vol 999 de l'American Airlines, ceux-ci se retrouvèrent devant un immense buffet. Reprenant confiance, l'équipage se rua vers les mets. Tout le monde mangeait sans réfléchir, avec appétit. Brusquement, une porte s'ouvrit en un lieu élevé de l'endroit. Un humanoïde portant une tiare illuminée et tenant un sceptre en forme de trident s'adressa aux passagers. Wilde regardait sans bouger. « Étranger, je suis le souverain d'Atlantide. Personne ne connaît notre existence. Je cherche parmi vous le dénommé Tony Wilde, et je sais qu'il se trouve ici, dit celui-ci. Les passagers se retournèrent vers le général Wilde, qui s'avançait face au suzerain. « Je suis bien ici, puissant roi de l'Atlantide. Que puis-je faire pour votre majesté? Atlantide est un secret gardé depuis des millénaires, Tony. Nous sommes des humanoïdes ayant peuplé votre planète il y a fort longtemps. Mais notre civilisation, à l'aube de l'humanité, s'est cachée, après un immense cataclysme au fond de l'océan Atlantique. Notre science est très vaste, très avancée. Pourtant, le métabolisme de notre corps a changé. Nous sommes devenus mutants après l'évolution de notre venue sur votre planète. Nous pouvons vivre tels des êtres amphibiens, et la constitution de nos corps a subi des mutations sur votre planète. » L'homme de grande taille se leva et, brandissant un trident, il désigna un écran qui s'anima. « Mesdames et messieurs, les passagers du vol 999, nous avons dû intervenir en détournant votre Boeing. La raison en est le danger qui guette la planète Terre, danger inconnu de tous ses habitants, expliqua le suzerain d'Atlantide. Les passagers s'interrogèrent en un tumulte de bruit et de paroles. Sur l'écran immense se fit une projection d'images d'excellente résolution suivie d'explications. Un immense météore s'approche régulièrement d'une zone de l'espace sidéral où se situe un trou noir, cet étrange lieu par lequel nous avons découvert votre planète et qui fut aussi un passage pour y accéder. Notre lieu d'origine était une gigantesque planète contrôlée par une civilisation avancée qui nous a fait voyager jusqu'à vous sur ce corps céleste plus grand qu'une comète et où nous avons construit une cité autonome. En réalité, ce n'est pas le même météore, mais vu la lenteur de sa progression dans l'espace, en ne tournant pas sur lui-même comme le fait la Terre, il passe un grand nombre de ce type de corps sidéral qui, entrant alors dans le trou noir, peuvent être alors propulsés à proximité de votre planète. Il y a alors risque de collision. L'Atlantide sait cela depuis fort longtemps, et c'est par ce météore qu'elle a pu s'établir sur votre monde. Les écrits anciens de notre brillante civilisation cachée révèlent le pouvoir de repousser le météore dans le cas où celui-ci menace la Terre. Et de génération en génération, nous avons construit un puissant canon d'énergie cosmique qui, frappant le corps céleste avec une grande précision, permet de le faire dévier de sa trajectoire quand celui-ci est en phase d'approche entamée pour heurter la Terre. « Et les hydrocarbures dont tout cela demanda Wilde. Dans le secret, nous exploitons les énergies de cette contrée du globe pour notre besoin et pour parer une telle catastrophe, dit le monarque de l'Atlantide. Sachez aussi que si l'humanité venait à savoir tout ceci, elle vivrait dans l'angoisse et la peur d'un échec et regresserait au lieu d'évoluer. Tony Wilde et vous, mesdames, messieurs, sont les seules personnes à qui nous dévoilons ce terrifiant secret. La chose créerait la panique et le désordre, peut-être la fin de toute vie sur cette planète, dit le monarque d'Atlantide. Tony Wilde, nous vous avons choisi afin d'intervenir auprès des autorités de la surface du globe pour que cessent toutes ces enquêtes concernant la marque Sigma. Mais ceci doit rester secret vis-à-vis du commun des
des mortels. Ainsi, les Terriens et les Atlantes continueront de vivre en harmonie. Sachez, Général Wild, que la zone où se fait l'extraction du pétrole est une zone internationale. Nous sommes dans la légitimité face aux droits des nations de la Terre, reprit le suzerain d'Atlantide. Pourquoi refusez-vous de dévoiler votre existence au monde demanda le commandant de bord. Nous vivons dans le secret. Parce qu'en être surévolué, le mariage avec les humains est impossible. Notre pouvoir en fait de nous des amphibies, donnerait des aberrations génétiques et créerait le désordre, dit le puissant suzerain de l'Atlantide. Une formidable sonnerie de trompe retentit, et devant les yeux ahuris des passagers du vol 999 de l'American Airlines, un mur s'entr'ouvrit, laissant apparaître une métropole éclairée à l'abri de dômes d'énergie. « Mesdames, Messieurs, voici Atlantide, désigna l'homme aux traits prononcés. Elle est protégée par un trou noir qui la camoufle à la connaissance des humains. » Escorté par un grand nombre de sujets et soldats, le suzerain quitta les lieux sous les ovations des foules de son peuple. Tony Wild et le reste de l'équipage se promenèrent pendant plusieurs heures, émerveillés de choses inconnues d'eux jusqu'alors. Un passager du nom de Westwood s'adressa à Wild. « Monsieur Wild, je vis avec vous un moment de rêverie. Tout ceci semble incroyable, irréel. Comment allons-nous rejoindre la surface? Les Atlantes sont bien mystérieux. Je suis délégué auprès de vous par un conseil des passagers. C'est clair, ils veulent rentrer chez eux à présent. » Le suzerain d'Atlantide réapparut escorté de ses gardes. Wild se dirigea vers lui et s'inclina avec respect. Il dit « Ô puissant monarque, je suis prêt à vous donner un coup de main, mais une délégation de passagers de notre vol veut vous faire part de sa décision. » Westwood s'avança. Il resta un instant pensif et respirant un grand coup, il dit « Votre nom ne nous est pas révélé, ô puissant monarque. Parlant au nom des passagers, je me permets de vous solliciter de bien vouloir permettre à tous ceux qui veulent rentrer chez eux de pouvoir quitter cette merveilleuse cité. »« Absolument, fit le monarque d'Atlantide. » Il y eut un moment de satisfaction générale chez les passagers. « Dirigez les passagers vers les navettes, dit le suzerain. » Les passagers, après quelques minutes, se retrouvèrent dans des mobiles de forme profilée et entièrement amphibies. Ils prirent place et après ouverture d'alimentation en air respirable et pressurisation adéquate, une voix dans les enceintes de communication radio s'adressa à eux. Sachez que vous vous retrouverez en surface dès que vous y serez. Prenez place à bord des canots gonflables et attendez les secours. Au revoir, Terrien, dit la voix de l'autocrate d'Atlantide. Wild resta pensif avant de monter à bord de la navette d'évacuation, et il se décida. Mais au moment de s'installer, une jeune Atlante lui remit un appareil de communication bien insolite, une montre bracelet où la voix du suzerain lui dit « Tony, je compte sur vous pour intervenir, je reste avec vous ainsi en contact permanent. L'approche du météore est plus rapide que la normale. Vu le danger croissant d'après nos calculs, je suis la preuve par cet instrument auprès des autorités du monde humain. » Le général Wild fixa sa montre en prenant place à bord de la navette sous-marine. Dans l'obscurité glauque de l'Atlantique, les navettes furent expulsées, une toutes les 3 minutes. La première navette atteint un point de non-retour et ses passagers sentirent une accélération. « Nous quittons à présent la zone du trou noir. Restez calme, dit une voix. Ces navettes sont dirigées de leur base d'Atlantide à distance, expliqua un passager. Probablement, répondit une femme âgée. Au bout d'une heure de palier seulement, elles firent surface. L'océan n'était plus aussi calme. Les vagues faisaient tanguer les canaux de sauvetage et les naufragés commençaient à avoir le mal de mer. Des hélicoptères de la marine approchaient. « Regardez, ce sont les secours, ils nous ont repérés !» cria un passager. Une dizaine d'hélicoptères se rangeaient en triangle autour des canaux et des navettes. « À présent, quittez les engins, je vous prie, dit la voix des Atlantes dans les systèmes d'écoute. Les passagers se jetaient sur les canaux. Wild vérifia son veston. Il laissa échapper. Quelles vacances! Ironiquement, en sautant à bord d'un canot. Déjà un treuil descendait vers lui et le bruit du giravion devenait insupportable. Wild enfila le système qui devait lui permettre de se hisser à bord de l'engin volant. Il se retrouva à bord après quelques minutes seulement. Les navettes disparurent englouties par les flots. Elles réintégraient vides vers l'Atlantide. « Wild, c'est formidable! Tous les passagers sont rescapés, fit une voix familière à ses côtés. C'était le capitaine Kidou Knights lancé à sa recherche.
Vous ici, capitaine demanda Wild. L'officier de marine l'enveloppa d'une couverture et lui tendant un thermos de thé chaud et sucré, il lui dit « Général Wild, prenez du repos à présent, vous le méritez amplement. Nous allons vers Recife, le Brésil est à côté. » « Reposez-vous, dit celui-ci, en tirant les stores dans l'hélicoptère de sauvetage. » Quelques heures plus tard, Wild se réveilla. Dans une ville, il regarda par la fenêtre une immense métropole formée de gratte-ciel. Il saisit un téléphone et voulut composer le numéro de son contact lorsqu'un homme entra dans la salle où il était couché. « Comment va notre tête de Turc » demanda l'homme en habit élégant. Wild reconnut le timbre de sa voix. Dans la pénombre de l'entrée de la chambre, la silhouette appuya sur un interrupteur et la lumière éclaira le visage familier de « Général Harry, vous ici ?» lança Wild. « Salut Tony, nos services de renseignement ont vite fait pour te mettre en sécurité. Et je suis ici sur ordre du président des États-Unis. Il veut tout savoir sur l'Atlantide et la fameuse lettre Sigma. » « C'est exactement ce que j'ai l'intention de révéler, général, » dit Wild en se servant un café. Peu après, le général demanda à Tony Wild de le suivre. Des hommes de la sécurité accompagnaient nos amis partout. Ils montèrent à bord d'une Mercedes 500 coupée, 4 places qui démarra au quart de tour. À l'ambassade, vite ordonna Harry Stevenson. La grosse sportive entra dans le jardin de la belle propriété en trombe. Harry quitta son pardessus et mit sa casquette pour s'habiller en uniforme, suivi du général Wild qui cherchait à situer la villa où il se trouvait. Après s'être installé confortablement dans un petit salon richement décoré, le général balbutia. « Allez-y » entendant une cassette prête pour l'enregistrement. Après avoir inséré celle-ci dans une mini-cassette, Wild se lança dans des explications détaillées. Chapitre 13. La menace du météore. Général Tony Wild, US Air Force, le monarque d'Atlantide, sauveteur des rescapés du vol S-999 de l'American Airlines, me fait messager auprès de vous. Il veut expliquer ses agissements et la marque Sigma. Sa nation, l'Atlantide, vivante dans le plus grand secret depuis des millénaires, est protégée par des sciences évoluées. Cherche à établir une liaison avec le président américain et le reste du monde. La raison en est le danger que présente un corps céleste approchant de la Terre, un météore gigantesque, happé par l'existence nouvelle d'un trou noir et menaçant l'existence de la Terre. Le puissant suzerain veut établir des échanges d'informations preuve à l'appui. Il a besoin des hydrocarbures localisés en réserve sous-marine pour le fonctionnement précoce d'un canon ultra perfectionné. Arme capable à elle seule de détourner le météore. L'énergie nécessaire est colossale. Seul un accord avec le reste du monde et des facilités peuvent agir à leur hache pour détruire le météore. « Ironhead, Tony, est-il au courant » demanda Harry. « Je n'en sais pas plus que vous » répliqua Wild. « Mais au fait, Wild, je vous ai appelé colonel alors que vous êtes général depuis l'affaire du missile Condor. Pardon, général, c'est une erreur, je vis de plus en plus sur mes nerfs, Tony, ces temps-ci, » dit le général Harry Stevenson en souriant un peu. Le général Harry arrêta le magnétophone. Il fit un mouvement de son index sur ses lèvres qui voulait dire « chut ». Une vibration se fit ressentir dans la maison. Le portable de Tony Wild sonna. « C'est eux, Tony, c'est Ironhead, l'extraterrestre. Je crois qu'ils veulent nous donner un coup de main. » Wild saisit le portable. « Ici Tony Wild, police internationale, nouvelle Interpol. » Ou de ce qu'il en reste, un bruit envoûtant enveloppa l'esprit du général Wild, qui demanda à Harry de se mettre sur écoute, ce qu'il fit immédiatement. « Général Wild, ici Ironhead. Prenez une voiture et dirigez-vous vers la sortie de la ville de Rio de Janeiro, en prenant la route menant au pain de sucre. Le chemin vous sera indiqué. Gardez l'écoute, je suis votre protecteur, il n'y a aucune fuite. » expliqua Ironhead l'Uranien. Harry et Tony s'esquivèrent, ils prirent la voiture de l'ambassade américaine. Un rayon que seul pouvait discerner guida nos amis vers l'extérieur de la ville. Après plusieurs miles de route et sachant qu'ils n'étaient pas suivis, le général arrêta la voiture dans un coin désert. Il remit des lunettes noires à Wild. Déjà silencieusement, une soucoupe volante descendait devant nos amis. « C'est l'Uranien, Tony, il est là de nouveau pour nous tirer de ce mauvais pas. » Nos amis ouvrirent la porte de la voiture et se dirigèrent dans la nuit vers cette vision extraordinaire. Un rayon bleuâtre étincelant descendit sur Wild et il se sentit aspiré vers le haut par la fantastique force électromagnétique. Le général Harry aussi était aspiré par la soucoupe dont le sas se referma sur eux doucement, sans un bruit. L'engin fila plus vite que la pensée. Dans l'étendue céleste, les yeux mi-clos, les deux militaires se parlaient par télépathie.
Sacrée tête de crocodile, Tony, c'est la première fois que je vais avec toi chez Ironhide, communiqua le général Harry. Vieille casquette de l'armée, Harry. Qu'est-ce qu'on va bien trouver là-bas, répliqua Tony en état glorieux. La soucoupe s'arrima à un gigantesque vaisseau en orbite secrète autour de la Terre. Wild et Stevenson marchaient maintenant dans un corridor métallique. Une porte s'ouvrit automatiquement. Un homme au visage centré était assis derrière un immense bureau où clignotaient des témoins lumineux. Sans cheveux et dont la peau rappelait l'amiante ou le mercure, des affichages inconnus se formaient et disparaissaient sous ses doigts. « Tony et Harry, bienvenue chez nous. Depuis votre dernière mission, Général Wild, les Sidoniens ont reculé de plusieurs secteurs de temps. Pourtant, une nouvelle menace plane sur la Terre. Le prince de l'Atlantide s'est révélé. Il a besoin d'hydrocarbures pour activer l'arme suprême contre le météore qui arrive sur nous prématurément. Oui, Tony, je sais tout cela, et c'est pour cela que vous êtes ici en ce moment. Et ce foutu canon, il a besoin de pétrole pour fonctionner, demanda le général ahuri. Non, général Harry, c'est l'assemblage de la structure de ces pièces qui nécessite une grande quantité de pétrole à utiliser. Les grands calculateurs et ordinateurs en étudient la construction toutes les 10 secondes pour déterminer le temps minimum avant l'impact, expliqua Ironhide. Voici d'ailleurs la maquette, dit l'extraterrestre en désignant un écran en 3 dimensions. Le prince de l'Atlantide nous informe des données ancestrales depuis 2 jours. Il est au courant de notre existence, nous autres Uraniens. Sommes les gardiens du ciel dans le mythe de la religion de l'histoire de son peuple, continua Ironhide. 1. Et les pièces en quoi consistent-elles demanda Harry en bon soldat débonnaire. Le schéma de construction se forme à partir des informations et des directives à saisir. Il obéit à des protocoles et des informations, même météorologiques et astronomiques. La disposition d'une étoile ou d'une planète et les données de distance à un moment déterminé. Il doit attendre une certaine situation pour atteindre son objectif. Les grands savants atlantes se basaient sur la dualité logique, le vrai et le faux, symbole des grandes civilisations de l'humanité. Il est issu d'une science très avancée, dit Ironhide. Le météore pourrait-il être détruit par des missiles nucléaires interrogea Harry Stevenson. Impossible, il est énorme, plus grand que la Lune. Aucune force au monde, militaire fût-elle, ne peut le faire sauter. Seul le canon de l'Atlantide, à l'aide de son rayon d'énergie, peut le détourner de son impact contre la Terre, expliqua Ironhide. Le général eut un léger rictus. Il sera bientôt dans le trou noir communiquant avec la Terre, et toutes les 5000 années, la sagesse de l'Atlantide lui fait rater son but, reprit Ironhide. L'assemblage de 5 forces permet de laisser passer le rayon qui, traversant alors le trou noir dans le soi-disant triangle des Bermudes, frappe alors le météore et le fait dévier de sa course folle contre la Terre. Ceci est l'explication des écrits secrets d'Atlantide, commenta l'extraterrestre. Je ne vais plus tirer les pastèques en mer, mais une bonne et grosse citrouille, lâcha le général Harry en fronçant les sourcils. Tony ria de bon cœur.